L'église, un milliardaire en costume pris à l'autel lorsqu'un petit garçon tire sur sa manche. C'est ici que ma mère priait pour que mon père rentre à la maison. L'homme se retourne, confus, pour se figer de stupeur au mot suivant du garçon. Tu es un peu trop en retard. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le sanctuaire était vide, à l'exception d'une douce brise qui murmurait à travers les fenêtres ouvertes et du léger grincement des vieux bancs en bois qui se régliaient. La poussière flottait paresseusement dans la lumière tardive du matin, se déposant sur des bancs qui n'avaient pas été touchés depuis des jours. Rémi Clifford resta assis sur le troisième banc pendant un moment, fixant droit devant lui. Il n'avait pas eu l'intention de se retrouver ici. Un trajet de 30 minutes s'était transformé en 2 heures à parcourir des routes secondaires et d'anciens souvenirs, jusqu'à ce qu'il aperçoive le clocher blanc familier. Il paraissait plus petit qu'il ne s'en souvenait. Il entra sans plan. Personne ne l'arrêta. Quelques têtes se retournèrent à son entrée, peut-être par curiosité, mais personne ne dit rien. Peut-être ne le reconnurent-ils pas, peut-être ne s'en souciaient-ils pas. Quoi qu'il en soit, il était heureux de ce calme. Il se dirigea vers le devant, se pencha lentement vers la balustrade de l'autel et baissa la tête. La dernière fois qu'il avait été ici, il venait à peine de finir ses études. À l'époque, il venait avec Mia pendant les vacances, parfois par culpabilité, parfois juste pour l'entendre chanter dans la chorale. Il n'avait plus pensé à ces matins depuis des années, mais l'odeur du vernis sur le bois et des coussins de velours moisi fit ressurgir tout cela. Ses mains reposaient librement devant lui, pas tant en prière qu'en habitude. Le silence s'épaississait, non pas lourd, mais plein d'attente. Il n'était pas sûr de ce qu'il espérait, peut-être juste un moment d'immobilité au milieu d'une semaine remplie de conférences de presse, de réunions de présentation et de hochements de tête polis. Le sommet technologique battait toujours son plein à 2 villes d'ici, probablement en effervescence de spéculation sur la disparition de Rémi Clifford. Pour laisser libre cours aux conjectures, quelque chose tira sur sa veste. Il regarda sur sa droite et vit un garçon se tenant juste derrière lui, âgé d'environ 7 ou 8 ans, vêtu d'un pantalon sombre et d'une chemise boutonnée à 2 grands boutons. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, comme s'ils avaient été malmenés plus tôt ce matin. Le garçon ne souriait pas, il observait Rémi attentivement, ses petites mains reposant toujours légèrement sur sa manche. « C'est ici que ma mère priait pour que mon père rentre à la maison », dit le garçon. Rémi cligna des yeux, surpris par la franchise. Il esquissa un léger sourire, incertain de quoi répondre. « C'est vrai ?» Le garçon hocha la tête une fois, l'expression inchangée, puis, sans perdre une seconde, il ajouta. « Tu es un peu trop en retard. » Quelque chose en Rémi s'arrêta, non de manière visible, non de façon spectaculaire, mais c'était comme si une planche de bois sous ses pieds s'était effondrée. Il observa le garçon plus attentivement, il y avait quelque chose en lui, une confiance tranquille, dans la façon dont il se tenait, un peu plus droit que prévu, comme s'il avait été dans trop de pièces où il devait se débrouiller. Et ces mots, il n'y avait aucune façon qu'il les ait sortis au hasard. Avant qu'il ne puisse poser la moindre question, une voix féminine retentit à l'arrière du sanctuaire, urgente et basse. « Nathan !» Le garçon se tourna vers le son. Une femme se déplaçait rapidement dans l'allée, se faufilant entre les bancs. Elle regardait autour d'elle, cheveux bruns, tirés en arrière, sans maquillage, vêtue d'un simple pull et d'un jean, pas le genre de personne que l'on remarque 2 fois, à moins de l'avoir connue dans une autre vie. « Mia !» atteignit-elle Nathan, posant une main sur son épaule, ses yeux fixés sur Rémi. Son expression était indéchiffrable, peut-être quelque part entre la panique et l'incrédulité. « Allez » dit-elle au garçon, un peu trop brusquement, mais lui, on y va. Nathan fronça les sourcils mais ne protesta pas. Il la suivit dans l'allée, jetant un dernier regard à Rémi. Mia ne se retourna pas du tout. Rémi resta à genoux longtemps après que les portes se soient refermées derrière eux, ses pensées résonnant, désorganisées, aucune ne durant assez pour faire sens. Il ne bougea pas, ne respira pas beaucoup. Lorsqu'il se leva finalement, ses genoux craquèrent comme de vieilles charnières. L'église paraissait différente maintenant, le calme avait disparu, remplacé par une sorte de bourdonnement statique dans sa poitrine. Il fixa l'allée vide par où elle était passée il y a quelques minutes. Sa voix n'avait pas changé, pas le moins du monde. Il le savait avant même d'avoir vu son visage et celui du garçon. Nathan. Il n'avait pas besoin d'un test ou d'une chronologie, il n'avait vraiment besoin de rien. Il savait déjà que sa bouche bougeait avant que son cerveau ne rattrape le mouvement, juste un murmure. Il n'y avait plus personne pour l'entendre. Rémi se retrouva au milieu de l'église vide, fixant la porte par laquelle Mia venait de passer.
Le silence était revenu, mais il ne paraissait plus paisible. Il le grattait, maintenant brut et plein de bruit. Il n'avait pas prononcé son nom depuis des années, pas à haute voix, pas même pour lui-même. La revoir faisait ressurgir trop de choses, trop rapidement, et le garçon, Nathan? Ces mots n'étaient pas seulement étranges, ils étaient délibérés, porteurs d'un sens. Rémi ne dormit pas beaucoup cette nuit-là. Il fit les 100 pas dans sa chambre d'hôtel, commanda son dîner sans y toucher vraiment, et feuilleta de vieux souvenirs qu'il n'avait osé regarder depuis longtemps. Son nom n'était pas difficile à trouver, Mia Bennett, professeure de musique, directrice de la chorale locale, toujours dans la même ville qu'il avait quittée il y a des années. Aucune mention d'un mari, aucune mention de Rémi Clifford non plus, ce qui fit tordre quelque chose en lui. Elle n'avait pas changé de nom, elle n'avait pas essayé de suivre son succès, pas publiquement, elle avait gardé sa vie pour elle, comme lorsqu'ils s'étaient rencontrés. C'était différent à l'époque. Mia venait tout juste d'obtenir son diplôme en éducation musicale et Rémi en était à 2 ans de la construction d'une start-up en laquelle personne ne croyait. Ils s'étaient rencontrés dans un café près du campus, non pas de manière romantique, mais parce que Mia avait renversé son thé sur son ordinateur portable et avait passé la semaine suivante à lui acheter des muffins par culpabilité. Ils avaient accroché, elle aimait son humour pince sans rire et la façon dont il se taisait quand il réfléchissait vraiment. Il aimait la façon dont elle fredonnait sans s'en rendre compte et disait la vérité, même quand elle était un peu décalée. Leur temps ensemble ne fut pas long, peut-être 1 an, peut-être un peu plus, assez pour s'habituer au rythme de l'autre, mais assez court pour que tout semble encore plein de possibilités. Puis, l'offre d'emploi arriva à San Francisco, 6 chiffres, une chance de présenter son projet à de vrais investisseurs. Il lui dit qu'il ne pouvait pas refuser, elle lui dit qu'elle ne lui demandait pas de le faire, mais quelque chose changea. Ils essayèrent de faire fonctionner une relation à distance, mais les appels se firent plus courts, les silences plus longs. Un jour, il manqua son récital, puis il oublia son anniversaire. Quand elle cessa d'appeler, il ne s'en aperçut pas immédiatement. Il se dit que ce n'était tout simplement pas destiné à durer. Il avait trop de choses en cours. Elle avait besoin de quelqu'un de présent, c'est ce qu'il avait dit à l'époque. Il n'avait jamais su qu'elle était enceinte. Le matin, il fouillait déjà sur le site de l'église. Ils avaient un calendrier d'événements, une newsletter, et même quelques opportunités de bénévolat. Il remarqua le nom de Mia inscrit parmi le personnel musical, puis encore dans un flyer pour un concert communautaire avec une photo d'elle tenant une guitare, des enfants en arrière-plan. Elle avait l'air presque la même, juste plus ancrée, plus sûre d'elle. Rémi n'était pas certain de ce qu'il espérait, des excuses, le pardon, une manière d'expliquer ce qu'il ignorait. Il se présenta au prochain événement de l'église avec la subtilité d'un orage. Un repas communautaire, il apporta des cookies achetés en magasin, pensant que cela l'aiderait à se fondre dans le décor, mais il ne resta pas 5 minutes dans la salle avant que quelqu'un ne le pointe du doigt et dise « C'est Rémi Clifford, hein ?» Et le bruit se propagea comme une traînée de poudre. En quelques instants, des murmures se firent entendre, des téléphones furent discrètement sortis, et quelqu'un demanda déjà s'il envisagerait de faire un don pour le toit de l'église. Mia l'aperçut de l'autre côté de la salle et ne tarda pas. Elle s'avança vers lui d'une démarche déterminée qui fit instinctivement se disperser la foule. Elle s'arrêta à quelques pieds devant lui, les bras croisés. « Que fais-tu ici ?»« Je suis venu te dire bonjour », dit Rémi en essayant d'être décontracté et de confirmer qu'il n'avait pas été remplacé en tant que roi de la table des desserts. Elle ne sourit pas. « Tu ne devrais pas être ici. Je n'essayais pas de faire une scène, je n'ai même pas dit mon nom à la porte. Tu n'as pas besoin de le faire. Ton visage figure dans chaque article sur les milliardaires de la tech qui oublient leur ville natale. » Il fit une pause. « Ce n'est pas juste, n'est-ce pas ?» Mia inclina la tête. « Tu as disparu, tu as fait ton choix. Je ne savais pas, Mia, à propos de Nathan, tu ne m'en as jamais parlé. » Son visage se crispa. « Parce que tu as arrêté d'appeler. Que suis-je censé faire, envoyer une annonce de bébé à ton conseil d'administration ? Ce n'est pas ce qui s'est passé. » Non, dit-elle en se rapprochant, parce que, d'après ce que j'ai vu, tu as cessé de te montrer, pas seulement physiquement, tu as disparu dès que ton agenda s'est rempli de gens plus importants que moi. Rémi ouvrit la bouche puis se referma. Il n'y avait rien à dire qui puisse annuler cela, rien qui puisse récupérer les années. « Je ne suis pas venu ici pour discuter, » dit-il enfin. « Je t'ai vu, Mia, je ne savais pas avant ce moment, mais je sais maintenant. » La voix de Mia s'adoucit. « Ne dis pas ça, comme si cela réparait quoi que ce soit. Il n'est pas un gros titre, ce n'est pas un problème que tu puisses résoudre avec un communiqué de presse et un chèque. Je n'essaie pas de résoudre quoi que ce soit. »
Très bien, répliqua TL sèchement, parce que je n'ai pas besoin de ton aide. Nous allons bien, nous avons toujours été bien. Rémi hocha lentement la tête. Il est intelligent, courageux aussi. Son expression se radoucit légèrement. C'est sa propre personne. J'ai travaillé dur pour m'en assurer. Je veux apprendre à le connaître. Mia secoua la tête. Tu n'as pas le droit de vouloir quoi que ce soit. Tu n'as pas le droit d'arriver ici comme dans un mauvais film de Hallmark et d'agir comme si tu avais gagné ta place dans sa vie. Tu ne savais même pas qu'il existait, et maintenant, moi, je le sais. Elle le regarda longuement. Retourne dans ta tour de verre, Rémi, dit-elle, sa voix se faisant plus basse. Tu l'as choisi une fois, ne la gâche pas en essayant de tout réparer maintenant. Puis elle se détourna et s'éloigna, exactement comme elle l'avait fait dans l'église. Rémi resta quelques minutes de plus, ignorant les regards curieux, et finit par sortir par la porte latérale. Il n'avait pas de plan, pas encore, mais quelque chose en lui avait changé. Ce n'était pas quelque chose dont il pouvait se détacher, pas encore une fois. Il ne savait pas ce qui allait suivre, mais il savait une chose, il n'était pas prêt à abandonner, pas cette fois. Rémi ne quitta pas la ville. Mia s'attendait à ce qu'il le fasse, espérait peut-être qu'il le fasse, c'était toujours son schéma, apparaître, bouleverser quelque chose, disparaître avant que quiconque ait le temps de s'y habituer, mais cette fois, il resta. Il réserva une autre semaine dans le petit hôtel près de Main Street et commença à apparaître dans des endroits où on ne l'attendait pas, surtout lui-même. Le dimanche suivant, il se présenta tôt au service du matin, vêtu un peu moins comme un PDG et un peu plus comme quelqu'un qui essayait trop de ne pas se faire remarquer. Il aida à empiler des chaises après le petit déjeuner de la troupe de jeunes, resta pour la réunion des bénévoles qu'il ne comprit pas vraiment, et finit par, maladroitement, coller des panneaux pour une vente de charité à l'église que personne ne lui avait demandé de promouvoir. Mia ne lui parla pas ce premier dimanche. Elle l'observait de l'autre côté de la salle, les bras croisés, s'appuyant contre le mur du couloir à l'extérieur de la salle de communion, feignant de faire défiler son téléphone. Nathan était occupé à aider son professeur de catéchisme à trier crayons et feutres, mais il jeta aussi quelques coups d'œil furtifs. Rémi gardait ses distances, ne tentait pas de l'approcher, ne disait presque rien à Nathan, mis à part un poli « Salut, petit ». Quand ils se croisèrent dans le couloir, ce n'était pas grand-chose, mais cela suffisait à faire se demander à Mia à quel jeu il jouait. Elle l'avait vu dans des interviews d'affaires, regarder des extraits de lui dans des talk-shows de fin de soirée. Il était poli, charmant, toujours maître de la situation, mais ici, il avait l'air complètement décalé, comme quelqu'un qui tâtonne dans un livret de jeu écrit dans une autre langue. Le mardi, il revint pour le nettoyage du jardin communautaire. Il portait une chemise à col repassé et des baskets propres, et en 10 minutes, tout fut gâché. Il avait accidentellement arraché 2 rangées de carottes destinées à la récolte et passa 20 minutes à essayer de les replanter. Une dame plus âgée nommée Madame Howard lui offrit une bouteille d'eau et lui dit qu'il avait le cœur d'un labrador et la tête d'un pigeon, ce qui fit rire aux éclats Rémi pour la première fois depuis des jours. Elle le repoussa lorsqu'il tenta de s'excuser, disant que les enfants aimeraient sûrement le chaos de toute façon. Il resta jusqu'à ce que le soleil se couche derrière le clocher, aidant à empiler des brouettes et à gratter la terre du trottoir. Mia observa tout cela se dérouler avec une légère méfiance. Elle ne lui parla pas directement, mais ne lui dit pas non plus de partir. Une partie d'elle ne savait plus quoi en penser. Il était riche, absurdement riche, et il arrachait volontairement des mauvaises herbes derrière l'église comme s'il cherchait à expier. Peut-être que, dès la 2e semaine, il distribuait des bulletins à l'entrée avec l'équipe d'accueil. Il souriait, hocha la tête, prononçait mal au moins 5 noms d'affilée et parvint à offenser M. Ellison en commentant que son personnage biblique préféré était celui qui avait combattu la baleine, ou autre chose, ce qui lui valut une conférence de 30 minutes après le service et une copie d'une fiche laminée sur Jonas, qu'il accepta avec la grâce de quelqu'un qui apprend à se faire railler de nouveau. Il ne restait pas seulement sur les marges non plus. Il s'inscrivit pour aider lors de la soirée des jeunes, au grand désarroi de Mia. Elle lui lança un regard d'avertissement lorsqu'il se présenta avec un tout nouveau kit de robots programmables et proposa d'en faire une démonstration. Les enfants se rassemblèrent autour de lui, curieux mais sceptiques. Nathan resta en retrait au début, les bras croisés, regardant Rémi démarrer le robot qui se mit à danser sur le tapis, clignotant et tournoyant. Les enfants rirent, surtout quand le robot se prit les lacets de quelqu'un. Quand Rémi leva les yeux pour voir si Nathan était impressionné, il ne reçut qu'un haussement d'épaule. « C'est cool », dit Nathan, puis il désigna une construction en carton bancal sur une table à proximité. « Mais nous en avons fait un meilleur la semaine dernière. Il tire des guimauves. »
Rémi s'approcha de la table pour l'examiner. L'objet était à peine tenu ensemble, collé à des angles étranges, et décoré de dessins faits au feutre. Est-ce qu'il tire vraiment des guimauves avant de se bloquer? Nathan, dit-il avec un sourire, je travaille encore sur une solution. C'est un taux de réussite plutôt solide. Rémi répliqua. Je connais des gars qui gagnent cette chiffre et qui ne font même pas la moitié avec 2 fois plus de budget. Nathan sourit, puis juste un peu. Mia attrapa ce moment de l'autre côté de la salle. Elle vit la manière dont Nathan le regardait, non pas avec tout, pas encore, mais avec de l'intérêt. Cela faisait longtemps que Nathan ne regardait personne de cette façon, ni un professeur, ni un voisin, ni même le responsable des jeunes. Ce petit sourire s'installa quelque part profondément dans le cœur de Mia, et elle détournait le regard avant qu'il ne puisse se transformer en quelque chose de plus lourd. Plus tard dans la soirée, alors que l'église se vidait, Rémi se retrouva seul dans le banc du fond. Il n'avait pas prévu de rester tard, mais il n'était pas pressé de partir. Il s'assit, son manteau plié à côté de lui, son téléphone éteint pour une fois, regardant l'espace silencieux retrouver son rythme habituel. Devant, quelqu'un jouait du piano, de manière douce, brute, délibérée. La mélodie était lente et pleine de pauses, comme si le joueur essayait de s'en souvenir au fur et à mesure. Rémi se pencha légèrement en avant et aperçut Nathan aux touches, ses doigts se mouvant doucement dessus. Il ne lisait pas de partition, il ne faisait pas étalage, il jouait simplement. Mia se tenait à l'écart, les bras croisés, cette fois laissant résonner le jeu jusqu'à la dernière note. Elle ne lui avait pas enseigné ce morceau, il l'avait appris tout seul, écoutant et s'exerçant à la maison sur le vieil clavier que quelqu'un avait fait il y a des années. Il le faisait parfois, absorbant les choses sans rien dire, travaillant en silence jusqu'à ce qu'elle soit prête à être entendue. Elle ne le pressait jamais, ne faisait jamais de la musique une obligation. C'était juste quelque chose qu'il portait en lui, comme certains enfants portent des épées jouets ou des figurines d'action. Rémi ne l'approcha pas, il resta là, regardant simplement, comme quelqu'un qui regarde quelque chose qu'il ne savait pas qu'il lui manquait jusqu'à ce que ce soit juste devant lui. Mia le regarda une fois avant de partir avec Nathan. Pour la première fois, elle ne détourna pas le regard trop rapidement. Quand la porte se referma derrière eux, Rémi était toujours assis sur ce banc, la dernière note du piano résonnant quelque part dans les murs. Il avait construit une entreprise, pris la parole sur des scènes aux 4 coins du monde, pris des décisions valant des millions, mais ce soir-là, rien de tout cela ne semblait aussi compliqué ou terrifiant que ce qui venait de commencer entre lui et le garçon qui pourrait être son fils. Rémi continuait à se présenter. Il ne disait pas grand-chose, à moins qu'on ne lui parle. Il n'essayait rien de forcé, ne planait pas autour de Mia ou de Nathan comme une ombre en attente d'être remarquée. Il se rendait simplement disponible, et peu à peu, cela commença à compter pour quelque chose. Il aida à nettoyer le placard de fournitures sans qu'on le lui demande, rangea des chaises pliantes après la chorale, et aida même l'un des bénévoles des jeunes à construire un porte-manteau de fortune avec du bois de récupération et une obstinée dose d'optimisme. Mia l'observait de près pendant ces moments, incertaine de savoir si elle devait être impressionnée ou méfiante, probablement les deux. Un dimanche, après le service, alors que les familles se rassemblaient sur la pelouse, tenant des gobelets en papier remplis de limonade et des cookies fondants, Rémi s'approcha de Mia à l'ombre du porche latéral. Elle parlait avec l'une des femmes de la chorale, mais son corps se raidit légèrement en le voyant s'approcher. Il attendit à distance respectable que la conversation se termine, puis hocha la tête vers elle. « Aurais-tu peut-être le temps pour un café cette semaine, juste toi et moi, sans agenda ?» Elle haussa un sourcil. « Tu commences à prendre des rendez-vous maintenant ?» « Juste un, dit-il. J'aimerais parler sérieusement, pas lors d'une vente de gâteaux ou à côté d'une boîte à dons. » Elle ne répondit pas immédiatement, puis dit enfin. « Il y a un dîner près de la poste demain à 8h30. » Le lendemain matin, il était déjà assis lorsqu'elle arriva, tenant une tasse de café et grignotant le coin d'un menu laminé. Le dîner était le genre d'endroit où les ventilateurs de plafond tournaient un peu trop lentement et où toutes les chaises avaient un coussin fendu. Mais la nourriture était chaude et les habitués prévisibles. Mia s'installa sur la chaise en face de lui, posa son sac et attendit. Pas de bavardage, pas de préliminaire. « Je ne suis pas venue ici pour ressasser le passé, dit-elle. Donc, si c'est une question de reproche, ce n'est pas ça. » Il se renversa en secouant la tête. « Je voulais juste dire que je suis désolé. Je sais que cela ne change rien, mais c'est la vérité. » Elle baissa les yeux sur la table. Tu n'as pas le droit de te sentir mal et de t'attendre à ce que cela suffise. Je n'attends rien, ni de toi ni de Nathan.
J'essaie juste de comprendre ce qui m'a échappé et comment y remédier maintenant que je sais. Elle soupira. Ce n'est pas un interrupteur que l'on actionne, c'est une vie. Sa vie. Il a 7 ans, Rémi, et il n'est pas un projet secondaire. Je sais, dit-il. Tu penses qu'apparaître à l'église et distribuer des cookies fait de toi un parent. Non, dit-il d'une voix basse. Mais ne pas être présent ne fait pas de moi un parent non plus. Alors j'essaie quelque chose de différent. Cela lui valut un léger rire amer. Elle prit son café et en but une gorgée. Il a beaucoup parlé de toi, surtout quand il a commencé l'école. Je lui ai donné ce que je pouvais, des choses vagues, je lui ai dit que tu vivais loin, que nous n'étions plus en contact. Finalement, il a cessé de poser des questions. Les enfants apprennent à ne pas parler des choses qui les mettent mal à l'aise. Il baissa les yeux sur ses mains. Je ne savais pas, Mia, si je t'avais, tu ne voulais pas savoir. Elle intervint. Et toi, tu étais occupée à devenir quelqu'un d'autre. J'ai vu ça se passer, les interviews, les gros titres. Tu avais une vie qui ne nous incluait pas. J'ai dû respecter cela, tu n'aurais pas dû le faire seul. Eh bien, je l'ai fait, dit-il, sans dureté, simplement factuel. Et maintenant, il est assez grand pour avoir des idées, des attentes. Quand tu entres, ce n'est plus à propos de moi, c'est à propos de ce qu'il pense de toi et de ce qui se passe quand tu repars. Je n'ai pas l'intention de partir. Personne n'a prévu de partir. Ils restèrent en silence quelques instants, le bruit des assiettes et le murmure discret d'autres conversations emplissant l'espace. Finalement, Mia se pencha en arrière. Tu veux le connaître, je comprends. Je ne vais pas t'en empêcher, mais s'il en vient à croire en toi, s'il se permet d'espérer, ne fais pas de cela quelque chose de temporaire. Il mérite mieux. Rémi hocha la tête. Il le mérite, je ne vais nulle part. Alors, prouve-le, dit-elle. Et pas avec de l'argent ou des gadgets ou des visites de week-end. Sois simplement présent. Cet après-midi-là, pendant que Mia donnait des cours de piano au centre communautaire, Nathan installait un stand de limonade devant l'église avec son ami Matteo. C'était en partie une collecte de fonds, en partie une excuse pour renverser plus de limonade qu'il n'en vendait. Rémi passa et s'arrêta devant la table, observant la pancarte faite à la main qui disait « Stand de limonade 55 100% authentique ». Il sortit un billet de 5 $ de son portefeuille et le tendit. « Je prends 5, s'il vous plaît. » Nathan sourit. « Il ne nous reste que 2 gobelets. Je suppose que je vais investir dès le départ, c'est ce que tu fais, investir dans des trucs ?» Parfois, dit Rémi, d'autres fois, j'achète simplement de la limonade en espérant ne pas avoir une intoxication alimentaire. Matteo tendit un gobelet en papier rempli jusqu'au bord. Nathan en ajouta un second, un peu moins rempli, et dit « Tu es notre meilleur client jusqu'à présent. » Un homme qui passait s'arrêta pour corriger l'orthographe sur leur panneau, signalant le « O » manquant, avec bien trop d'enthousiasme. Nathan haussa simplement les épaules. « Ce n'est rien, mon père est milliardaire. » Il ajouta « Le branding est plus important que la grammaire. » L'homme haussa les sourcils, visiblement amusé, et s'éloigna. Rémi cligna des yeux, surpris, mais ne dit rien. Il but plutôt sa limonade et prit place sur les marches à proximité pendant que les garçons débattaient sur l'opportunité d'ajouter des paillettes à leur pancarte de prix. Le lendemain matin, 3 personnes en parlèrent déjà à Mia. L'une le mentionna avec un sourire, une autre avec inquiétude, et la troisième voulait simplement savoir si le père milliardaire pouvait sponsoriser leur équipe de bowling. Mia garda son expression neutre, mais cela resta gravé en elle toute la journée. Pas la partie du milliardaire, la partie du père. Ce soir-là, Mia trouva Rémi seul dans le couloir latéral de l'église, aidant à empiler des chaises après un événement pour les jeunes. Elle attendit que les autres se dispersent avant de parler. Nathan t'a appelé son père aujourd'hui. Rémi se redressa en posant la dernière chaise. Je ne le lui ai pas demandé, je ne savais même pas qu'il disait cela. Ce n'est pas le point. Sa voix était tendue. Il l'a dit, ce qui veut dire qu'il commence à y croire. C'est réel, pour l'instant. Elle s'approcha. Si tu vas disparaître à nouveau, c'est le moment de me le dire. Si ce n'est qu'un détour temporaire dicté par la culpabilité, il faut que je le sache avant qu'il ne s'enfonce trop. Je ne vais pas disparaître. Tu l'as fait avant, quand j'étais stupide. Mia soutint son regard un instant de plus, puis expira enfin. Souviens-toi, ce n'est pas ce que tu ressens qui compte, c'est ce que tu fais après. Il hocha la tête. Je ne vais nulle part, cette fois. Les mots sortirent avec assurance,
mais ils restèrent suspendus entre eux comme un fil tendu, pas tout à fait assez pour appeler cela une promesse, mais peut-être, pour la première fois, quelque chose de proche, ne serait-ce que pour un court moment. Les choses s'organisèrent, désordonnées, imprévisibles, mais bonnes. Rémi était resté en ville assez longtemps pour que les gens cessent de murmurer chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Il devint une présence régulière au service du dimanche et aux événements pour les jeunes. Parfois simplement un adulte tenant une assiette de cookies, parfois un conférencier invité parlant aux adolescents de résolution de problèmes, d'échecs, ou du nombre de rubans adhésifs nécessaires pour lancer une start-up dans un garage. Mia ne dit jamais grand-chose de son implication, mais elle ne sursauta plus en le voyant à côté de Nathan, et cela comptait pour quelque chose. Nathan s'adapta rapidement, commença à poser des questions à Rémi, certaines par curiosité, d'autres de manière plus directe. Elles n'étaient pas toujours faciles, et Rémi ne prétendait pas avoir des réponses parfaites, mais il était honnête quand cela comptait. Ils travaillèrent ensemble sur le projet scolaire de Nathan, une capsule temporelle que chaque élève devait enterrer dans la cour de l'école, accompagnée d'une lettre à leur futur soi. Rémi l'aida à brainstormer. Nathan ne voulait pas écrire quelque chose de ringard, alors ils parlèrent d'inventions, de questions, et des personnes qui pourraient lui manquer dans quelques années. Ils finirent par écrire ensemble, leurs lignes s'alternant sur la page, un mélange de faits, d'espoir, et d'une petite plaisanterie sur le temps que Rémi mit à apprendre à faire des pancakes. Mia entra à mi-chemin de l'une de leurs sessions et resta silencieuse dans l'encadrement de la porte. Elle regarda Nathan lire à voix haute le brouillon et Rémi prétendre corriger la grammaire alors qu'il ne faisait clairement que relire pour la 4e fois, parce qu'il aimait entendre la voix de son fils. Quelque chose changea pour elle à cet instant, pas tout, mais suffisamment. Plus tard dans la semaine, lors d'une réunion parents-professeurs, elle et Rémi se retrouvèrent côte à côte. Ils partagèrent un rire sec quand ils furent les deux seuls parents à ne pas avoir apporté de goûter pour la table du personnel. Lorsque l'enseignant mentionna la vivacité et la curiosité de Nathan, Rémi jeta un regard vers Mia avec une fierté discrète, et pour la première fois, elle ne détourna pas le regard. Ce petit moment dura juste assez pour être remarqué. Ce soir-là, Nathan fut invité à une randonnée d'anniversaire pour l'un de ses camarades, avec un groupe d'enfants, quelques parents, un foyer extérieur et des encas près des falaises de la rivière, où ils avaient déjà fait des randonnées de groupe. Mia dit non presque immédiatement, trop tard, trop loin, trop de variables. Elle n'aimait pas l'idée qu'il soit près de l'eau, même avec des adultes autour. Rémi écouta et attendit, puis répliqua doucement. « Il sera avec ses amis, dit-il, ils seront prudents. » Mia ne répondit pas. « Il s'en sort très bien, ajouta Rémi, nous devrions le laisser célébrer cela. » Elle se frotta les tempes. « Ce n'est pas que je n'ai pas confiance en lui, je sais, mais si on dit toujours non, il finira par ne plus poser de questions. » Elle détestait qu'il ait raison, au fond, elle voulait dire oui aussi. Elle hocha enfin la tête, lentement et à contre-cœur. « D'accord, mais il doit te contacter, et si, à la moindre approche de l'eau sans la présence d'un adulte, je viens le chercher. » Il a promis de s'en assurer. Nathan était ravi, il prépara des encas, trouva une lampe de poche et rappela 2 fois à Rémi que les guimauves n'étaient pas optionnels. Mia se tenait à la fenêtre avant, regardant le crépuscule s'installer comme un avertissement lent. L'appel arriva juste après 21h, un parent de la randonnée paniqua, expliquant quelque chose de trop vite, trop dispersé. Mia n'entendit pas tout, juste quelques mots-clés. Chute de falaise, tête, ambulance. Elle laissa tomber le téléphone en essayant d'attraper ses clés. Rémi était déjà rentré à la maison, et elle se précipita vers lui sans explication. Quand il comprit ce qui s'était passé, il resta immobile une seconde avant de bouger. Ils ne parlèrent pas dans la voiture. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut rythmé par les phares, le statique de la radio et le tapement du pied de Mia sur le plancher. À leur arrivée, la scène se brouilla, infirmière, lumière, paperasse, trop de questions et pas assez de réponses. Nathan était tombé pendant la randonnée. Il avait glissé sur une roche mouillée près du bord, perdu l'équilibre. Il y avait un parent à proximité, mais pas assez près. Il heurta le sol de plein fouet. Il l'avait fait hélicoptère, il n'avait pas repris connaissance. Mia se tenait dans la salle d'attente, les mains tremblantes, le dos droit comme de la pierre. Quand le médecin sortit, elle n'attendit pas que la phrase soit terminée. « Nous l'avons stabilisé », dit-il prudemment, calmement, mais le gonflement est important. Nous ne saurons pas l'étendue des dégâts avant. Elle l'interrompit d'un hochement de tête. « Je ne veux pas entendre la suite, pas encore. » Rémi se tenait à proximité, l'air de quelqu'un qui venait de perdre son plan. Il ne s'assit pas, ne cligna pas des yeux,
continuant simplement à fixer la porte, attendant que quelqu'un dise quelque chose d'utile. Mia se tourna finalement vers lui, la voix monocorde. « Je savais que je n'aurais pas dû le laisser partir, Mia. Tu m'as dit de dire oui, je pensais que ce serait bon pour lui, je t'ai fait confiance. » Sa voix se brisa. Et maintenant, il est là, allongé, et ils ne savent pas s'il se réveillera un jour. « Je suis désolé. » Elle secoua la tête, ne souhaitant plus écouter. Elle descendit le couloir, cherchant de l'espace ou du silence, ou quelque chose qui ne lui donnait pas envie de crier. Plus tard dans la nuit, Rémi trouva la petite chapelle nichée entre deux ailes de l'hôpital, c'était sobre, faiblement éclairée. Il s'était assis au premier rang, de la même façon qu'il l'avait fait la première fois qu'il avait vu Nathan, même posture, même poids qui pesait sur lui de tous côtés. Il leva les yeux vers le plafond, sans rien regarder, et murmura les mots avant même de se rendre compte qu'ils se formaient. « S'il te plaît, pas comme ça. » Il ne dit rien d'autre, se contentant de rester là, écoutant le silence et essayant d'empêcher ses mains de trembler. Il n'y avait pas de plan B pour cela, pas d'argent, pas d'influence, pas de contact capable de remonter le temps. Il était revenu pour réparer quelque chose, pour récupérer la version de père qu'il pouvait encore être, et maintenant, juste au moment où cela commençait à compter, cela pourrait déjà être fini. Les murs de l'hôpital n'avaient aucun sens du temps. Ils faisaient se confondre les jours, transformant les heures en étirements de lumière atténuée, en bip mécanique et en mise à jour murmurée qui n'avaient jamais assez de signification. Cela faisait 4 jours depuis la chute et Nathan ne s'était toujours pas réveillé. Il y avait des signes, les médecins appelaient cela encourageant. Ses constantes vitales étaient stables, son gonflement avait légèrement diminué, mais il n'y avait aucune promesse. Chaque matin apportait la même rengaine aux machines bourdonnantes, infirmière qui vérifiait, Mia assise immobile dans la même chaise à côté de son lit, les mains serrées, le corps raide, quelque chose qui ne ressemblait pas à l'espoir, mais qui n'était pas tout à fait de la défaite non plus. Rémi passait la plupart de ses jours en mouvement. Il faisait des courses que personne ne lui demandait, apportait du café, Mia touchait à peine sa nourriture, il parlait avec les infirmières, les médecins, quiconque pouvait offrir une parcelle d'informations. Il avait fait un don anonyme au service de réanimation pédiatrique dès le 2e jour, assez pour améliorer l'équipement dans 3 chambres. Cela ne le réconfortait pas davantage. Les infirmières le remerciaient, Mia ne disait rien, elle parlait à peine du tout. Une fois, quand il lui avait dit que Nathan était fort, elle ne l'avait même pas regardé. Une autre fois, il avait dit qu'il devait y croire, et elle s'était enfin tournée vers lui en disant « Ne me dis pas comment le pleurer quand il est encore en vie. » Après cela, il disait moins, apportait simplement de la nourriture, elle l'ignorait et se tenait silencieusement derrière elle lorsque les spécialistes entraient. Il ne pouvait pas arranger cela, il n'existait ni feuille de calcul ni stratégie de déploiement pour rester assis dans une pièce où son fils reposait, silencieux et immobile, sa vie suspendue comme une phrase sans ponctuation. La nuit, Rémi dormait à peine. Quand il y parvenait, c'était sur la chaise pliante rigide dans la salle d'attente ou dans sa voiture garée sous les arbres près de l'entrée arrière. Il restait en ville, toujours proche, revenant sans cesse à l'hôpital comme si la gravité l'en empêchait de trop m'éloigner. La 5e nuit, la voisine de Mia, une femme petite et vive nommée Darlene, qui autrefois avait donné à Rémi une conférence de 20 minutes sur l'agriculture biologique lors du barbecue de l'église, se présenta à l'hôpital avec un plat à gratin enveloppé dans 2 couches de papier aluminium. Elle tenait absolument à le laisser à Mia, puis accosta Rémi dans le couloir pour lui dire qu'elle priait pour que Sens le retrouve, et dans cet ordre, pour que ce garçon se réveille. Ensuite, elle lui demanda s'il savait quelque chose au sujet des garde-corps de Porsche. Il dit non, mais la suivit chez elle quand même, juste pour échapper aux lumières fluorescentes pendant quelques heures. Il finit par passer les 2 jours suivants à l'aider à remplacer le bois pourri par des planches dépareillées provenant de sa remise. Cela ne lui faisait pas sentir utile, mais cela gardait ses mains occupées. Il essayait de travailler, il ouvrait son ordinateur portable quelquefois dans la cafétéria de l'hôpital, répondait à quelques emails, planifiait une réunion de conseil virtuel, il commença un brouillon de propositions qui ne dépassa jamais le premier paragraphe. La plupart du temps, il restait là, fixant l'écran, puis le refermait. Une nuit, lorsque les lumières de l'hôpital s'atténuèrent et que Mia s'endormit pour la première fois de la semaine, où la tête reposant maladroitement sur le côté du lit de Nathan, Rémi se glissa dehors. Il conduisit sans plan précis, se déplaçant jusqu'à ce que la route le ramène à l'église. Le bâtiment était sombre mais déverrouillé, comme toujours. Il descendit lentement l'allée, ses pas résonnant dans le calme, et s'assit sur le même banc qu'il avait trouvé ce premier jour, les mains reposant sur le bois devant lui. Il ne dit rien, se contenta de rester assis. Le silence était la seule chose qui avait du sens.
Sur un coup de tête, il se leva et erra vers la salle annexe où étaient entreposées les fournitures de l'école du dimanche. Il se rappelait que quelqu'un avait mentionné que les capsules temporelles des enfants y étaient conservées avant d'être enterrées le mois suivant. Il les trouva empilées dans une caisse sous une table, chacune scellée, étiquetée avec des noms, des crayons et des feutres. Il les parcourut jusqu'à trouver celle de Nathan. C'était une petite boîte à chaussures fermée avec du ruban adhésif, son nom griffonné sur le dessus en lettres irrégulières. Il hésita, puis retira le ruban et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient quelques objets. Un petit dinosaure jouait avec un bras manquant, une photo de Nathan et Mia lors d'un concert scolaire, et un morceau de papier de cahier plié. Rémi l'ouvrit lentement. L'écriture était irrégulière, un mélange d'imprimé et d'écriture cursive. Si je rencontre un jour mon père, j'espère qu'il sera gentil, même s'il a eu peur au début. J'espère aussi qu'il sera drôle et pas trop sérieux, et j'espère qu'il aimera les sandwichs au beurre de cacahuète. C'était tout. Aucune grande déclaration, juste l'espoir d'un enfant, écrit simplement, sans fioriture. Rémi s'assit par terre, la boîte sur ses genoux, le mot ouvert dans sa main. Il le lut 2 fois, puis encore. Les mots se brouillèrent peu à peu et il ne se battit pas contre cela. Il pleura d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis la mort de sa mère, quand il avait 24 ans et essayait de construire quelque chose à partir de rien, sans savoir comment s'arrêter assez longtemps pour ressentir quelque chose de réel. Il se rappela être retourné au travail 2 jours après ses funérailles, se renfermant dans son appartement et codant pendant 16 heures d'affilée. C'était ainsi qu'il faisait face au mouvement, avec des plans. Cette fois, il n'y avait rien à construire, aucun algorithme à exécuter. Les larmes vinrent fort et ne s'arrêtèrent pas pendant longtemps. Lorsqu'elles se calmèrent enfin, il plia soigneusement le mot et le remit à l'endroit où il l'avait trouvé. Il referma la boîte et la remit dans la caisse. Il resta là par terre un peu plus longtemps, sans essayer de comprendre quoi que ce soit, sans tenter de penser à l'avenir, juste en respirant, en restant immobile dans une pièce pleine de marqueurs, de papier et de quelque chose qui ressemblait presque à du pardon. Rémi ne retourna pas à l'hôtel après avoir quitté l'église. Il se gara devant l'hôpital, regardant le ciel s'éclaircir à travers le pare-brise, fatigué d'une manière qui semblait bien plus lourde qu'une mauvaise semaine. Lorsqu'il finit par rentrer, Mia était déjà éveillée, debout au chevet de Nathan, la main sur la rambarde, immobile. Elle ne l'avait pas remarqué entrer, ou peut-être l'avait-elle vu et n'avait tout simplement rien dit. Rémi entra silencieusement dans la pièce et s'assit dans le fauteuil d'angle. Aucun d'eux ne parla, il n'y avait plus rien à dire qui n'ait déjà été exprimé ou ressenti en silence. Les machines bipaient régulièrement, un rythme de fond qui était devenu sa propre sorte de langage au cours des derniers jours. Nathan n'avait pas bougé depuis la nuit de l'accident et, à présent, chaque tressaillement ou mouvement ressemblait à un tour de passe-passe. Le soleil commençait à peine à percer les stores lorsque l'une des machines changea de tempo, pas plus vite, mais différente. Mia se pencha, un léger signal sonore se déclencha, rien d'explosif, juste un ton bas qui fit entrer 2 infirmières dans la pièce. L'une d'elles se précipita vers le moniteur tandis que l'autre s'avançait vers Nathan, lui parlant doucement, bien qu'il n'ait pas ouvert les yeux. Mia ne bougea pas au début, restant parfaitement immobile comme si même l'espoir pouvait le ramener à cet état d'immobilité, puis elle vit sa main se déplacer. C'était léger, juste un léger tressaillement des doigts contre la couverture, mais c'était quelque chose. Ensuite, sa respiration changea, plus forte, plus profonde. « Nathan, dit la voix calme mais alerte de l'infirmière, peux-tu m'entendre » Il ne répondit pas tout de suite, se contentant de respirer, puis ses paupières se mirent à papilloter, lentes et lourdes, comme si le monde revenait en fragments. Lorsqu'elles s'ouvrirent enfin, son regard balaya la pièce, sans se fixer. Mia s'approcha, les mains maintenant tremblantes. L'infirmière posa doucement une main sur l'épaule de Nathan. « Prends ton temps, tu es en sécurité. » Nathan entrouvrit les lèvres, regarda vers la forme la plus proche, sa mère, et sa voix sortit, sèche, à peine audible. « Maman !» Mia s'effondra en sanglots, pressant son front contre sa main, la tenant comme s'il s'agissait du dernier morceau du monde en lequel elle avait confiance. Elle ne dit rien, se contentant de l'embrasser. Rémi resta figé derrière eux. Ce n'est qu'après que le regard de Nathan se déplaça à nouveau que quelque chose se changea en Rémi lui aussi. Le garçon plissa les yeux vers la silhouette dans le coin de la pièce, essayant de comprendre ce qu'il voyait, puis, après une pause, il dit « Salut, papa !» Rémi s'avança prudemment, comme si chaque pas devait être mérité. Il s'agenouilla près du lit et tendit la main, effleurant à peine le bord de la couverture. « Salut, mon grand, dit-il. Tu nous as fait peur. » Nathan essaya de sourire, mais était trop fatigué.
Ses yeux se refermèrent à nouveau, ne serait-ce qu'un instant, mais cette fois, ce n'était pas le même silence. Les médecins arrivèrent quelques minutes plus tard, vérifièrent ses réflexes, examinèrent ses pupilles selon leur routine avec une légère déficience de clignement. L'un d'eux finit par m'isoler et parla d'une voix mesurée, celle des médecins quand il n'avait rien de négatif à dire pour une fois. L'enflure a diminué, expliqua-t-il. Plus rapidement que prévu, son corps a réagi mieux que nous l'avions envisagé. Il n'est pas encore hors de danger, mais il se dirige vers le seuil. Mia hocha la tête, essayant de ne pas perdre de vue ce que cela signifiait. Elle retourna auprès de Nathan, s'assit dans la chaise et ne bougea pas pendant l'heure suivante. Rémi fit de même. Il ne parlait pas, il n'en avait pas besoin. Le vacarme avait cessé, tout ce qui restait était le soulagement, maladroit, épuisé, réel. Plus tard, lorsque Nathan se rendormit, Mia se leva pour aller dans le couloir juste pour respirer. Rémi la suivit, sans la presser. Elle s'appuya contre le mur et le regarda vraiment, vraiment. Sa chemise était froissée, son visage tiré, comme s'il avait traversé quelque chose et n'avait pas dormi depuis, et pourtant, il y avait quelque chose dans sa manière de se tenir à côté d'elle qui semblait stable. « Tu avais raison, dit-elle, à propos de le laisser partir. Je ne savais pas que cela se passerait comme ça. » Non, dit-elle, mais tu avais quand même raison. Il secoua la tête. J'échangerai tout ce que j'ai pour que cela n'arrive jamais. Je sais, ils s'assirent ensemble ce soir-là dans la chambre de Nathan. Elle s'endormit vers minuit, la tête se reposant lentement sur son épaule. Il ne bougea pas, ne respira pas trop fort, se contenta de rester là, immobile, de peur de la surprendre en bougeant. Elle ne bougea pas. Elles restèrent là pendant des heures, pour la première fois depuis l'accident, il se laissa aussi fermer les yeux. Il ne dormit pas, mais c'était le premier moment de calme qui ne ressemblait pas à une punition. Le matin, Nathan était réveillé et posait des questions sur la durée de son inconscience, sur s'il avait raté le contrôle de sciences à l'école, sur s'il pouvait manger quelque chose qui n'avait pas le goût de plastique. Mia riait doucement en répondant, Rémi se contentait de fixer l'enfant et laissait le soulagement s'installer en lui, quelque part au plus profond. Nathan demanda s'il pouvait avoir de la glace pour le petit déjeuner, puisqu'il avait techniquement triché avec la mort. Mia leva les yeux au ciel. Rémi lui fit un haussement d'épaule qui disait « On en parlera plus tard, peut-être ». Nathan sourit, et le son emplit la pièce. L'atmosphère passa lentement de l'angoisse à quelque chose de plus léger. Ce serait un long chemin à parcourir, thérapie, repos, d'autres tests, mais il était là, vivant, assez complet pour plaisanter, ce qui dépassait tout ce que quiconque avait osé espérer il y a quelques jours. Mia partit chercher quelque chose à manger en disant qu'elle serait de retour dans l'heure. Rémi resta. Nathan le regarda et demanda « As-tu pleuré ?» Comme un bébé. Ils ne parlèrent pas longtemps après cela, se contentant de rester dans la pièce, bercés par le ronronnement des machines et le doux bip d'une assurance silencieuse. Rémi regardait Nathan osciller entre le sommeil et l'éveil et pensait à toutes les façons dont cela aurait pu se passer différemment, à toutes les années perdues, à tous les moments qu'il n'avait pas partagés, à toutes les façons dont il aurait pu tout gâcher en faisant exactement ce qu'il avait toujours fait, partir quand cela devenait difficile. Mais il ne l'avait pas fait, et maintenant, assis là, avec son fils en convalescence devant lui et Mia qui ne le rejetait plus, il avait l'impression que quelque chose s'était enfin brisé. Tout n'était pas réparé, mais quelque chose avait changé, quelque chose était différent, quelque chose commençait. La sortie de Nathan de l'hôpital eut lieu un mardi, un peu moins de 3 semaines après la chute. Il sortit de l'hôpital en basket, les lacets triple noués, avec un sac à dos bourré de notes de camarades et de chocolat à moitié fondu que son infirmière avait fait passer en douce. Il marchait plus lentement qu'avant, devait s'asseoir plus souvent, mais sa voix était revenue à pleine puissance, tout comme son sens de l'humour. Il demanda si cela signifiait qu'il pourrait enfin échapper aux corvées. Mia dit « Absolument pas ». Rémi promit de plaider pour une exemption temporaire. Ils se mirent d'accord en le laissant manger des crêpes pour le dîner ce soir-là. Les choses ne revinrent pas à la normale, elles se transformèrent en quelque chose de nouveau, un peu plus doux, un peu plus calme. Mia et Rémi avaient toujours leur espace, mais les frontières entre eux s'étaient adoucies, la pression de tout définir immédiatement s'était estompée. Ils se comportaient désormais en équipe, pas parfaitement mais avec aisance. Ils déposaient des livres supplémentaires à l'école de Nathan, venaient le chercher les jours où Mia enseignait tard, se présentaient aux répétitions de musique même s'ils ne distinguaient pas la différence entre une gamme et un échauffement. Il arrêta de faire des allers-retours et déplaça officiellement l'un de ses bureaux satellites dans un petit espace loué au centre-ville. Il s'agissait moins d'affaires que de permanence. Cette fois, il voulait des racines, pas simplement un endroit pour atterrir.
Mia commença à assister à ses conférences publiques. Elle ne se faisait pas remarquer, s'asseyait au fond, juste une auditrice discrète dans une salle remplie d'étudiants passionnés et d'espoirs technologiques locaux. Parfois, elle restait après, parfois elle partait sans un mot, mais à chaque fois, il remarquait que cela comptait. Il ne parlait pas de ce que tout cela signifiait, il n'en avait pas besoin. La forme de leur vie se construisait autour de repas partagés, de trajets en commun, de moments de calme qui remplissaient les espaces où résidait autrefois l'incertitude. À l'école, Nathan devint une sorte de légende, non pas pour avoir survécu à la chute, bien que cela lui ait valu au moins un mois de crédibilité dans la rue, mais pour la rapidité avec laquelle il se remettait. Il plaisantait en disant qu'il avait raté exprès son contrôle de science, il apportait le lanceur de guimauve du groupe de jeunes pour démontrer une ingénierie innovante sous pression. Lorsque le directeur lui demanda s'il avait besoin d'un tutorat supplémentaire, il répondit « seulement si ça vient avec des verres en gélatine ». L'assemblée de bienvenue eut lieu un beau jeudi matin. Les parents et les enseignants remplirent le petit auditorium, leur bavardage chaleureux et plein de soulagement. Les élèves étaient assis en tailleur par terre, s'agitant et chuchotant. Les capsules temporelles étaient disposées sur une longue table recouverte d'une nappe en plastique. Chaque enfant lisait sa note avant d'enterrer sa capsule derrière l'école, une tradition qu'ils avaient commencée quelques années auparavant. Lorsqu'il fut le tour de Nathan, la pièce se tut. Il s'avança vers le micro, tenant doucement la boîte à chaussures comme si elle était fragile. Mia était assise au premier rang, Rémi à côté d'elle. Aucun d'eux ne prononça un mot. Nathan se racla la gorge. « Voici ma capsule temporelle. J'ai écrit la lettre quelques semaines avant, des choses arrivent. J'avais presque décidé de ne pas l'ouvrir à nouveau, mais mon père a dit que c'était peut-être bien de voir ce que nous espérions, même quand tout déraille. » Il balaya la pièce du regard, puis regarda à nouveau la note dans sa main. « Si je rencontre un jour mon père, j'espère qu'il sera gentil, même s'il a eu peur au début. J'espère aussi qu'il sera drôle et pas trop sérieux, et j'espère qu'il aimera les sandwichs au beurre de cacahuète. » Le public ricana doucement. Nathan jeta un coup d'œil à Rémi et sourit. « Je n'ai plus besoin de me poser la question. Mon père n'est pas seulement gentil, il est bizarre et maladroit, il en fait trop, et je l'aime bien. » Mia attrapa un mouchoir, Rémi regarda droit devant, clignant des yeux plus vite que d'habitude. Nathan remit la note dans la boîte, descendit de la scène et la remit à l'enseignant chargé de l'enterrement, puis rejoignit sa classe comme si rien n'avait perturbé la sérénité de la salle. Ensuite, Mia jeta à Rémi un regard de travers. « Tu es bizarre et maladroit maintenant. » Il haussa les épaules. « On m'a traité de pire. » Il oublia de dire « charmant », j'en suis sûr que c'était sous-entendu. Ils se rendirent ensemble à la voiture, Nathan courut devant pour saluer un ami, sa démarche légère, sans boiter. Mia ouvrit la portière passager puis s'arrêta. « Il va bien, dit-elle. » Rémi hocha la tête. « Oui, il va vraiment bien. » Ils ne se précipitèrent dans rien, pas de grandes déclarations, pas de promesses griffonnées sur des serviettes en papier, mais ce week-end-là, les trois passèrent l'après-midi au parc. Ils apportèrent des sandwichs, le lanceur de guimauve et un jeu de cartes que Mia insistait pour que Nathan ne soit pas trop compétitif. Pendant que Mia lisait sous un arbre et que Rémi essayait de se rappeler comment fonctionnait Goofish, Nathan leva les yeux du gazon et demanda « Sérieusement, vous allez vous marier ou quoi ?» Mia faillit s'étouffer avec sa limonade. Rémi rougit profondément et se frotta l'arrière du cou, comme pour gagner du temps. Nathan attendit, sans cligner des yeux. « Eh bien, dit Rémi en jetant un coup d'œil à Mia, peut-être pas encore, mais cette fois, je ne serai pas en retard. » Mia ne dit rien, mais elle se pencha et prit sa main, laissant ses doigts reposer contre les siens comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Un dimanche matin, les trois s'assirent sur le même banc d'église, sans drame, sans réaction chuchotée, juste une présence tranquille. Nathan était assis entre eux, les jambes se balançant, fredonnant en chœur les hymnes d'une voix juste assez forte pour être entendue et légèrement faux, au point de faire lever un sourcil à la vieille dame derrière eux. Mia sourit sans se retourner, Rémi ne regarda pas autour, il n'en avait pas besoin. Il leva les yeux vers l'autel qui avait jadis contenu pour lui rien d'autre que des regrets et du silence, et cette fois, il laissa le calme s'installer, ni lourd, ni douloureux, juste une sorte de paix qu'il n'avait jamais su désirer jusqu'à présent. Après le service, ils restèrent tous les trois. La plupart des familles étaient déjà parties pour le déjeuner ou leurs courses, mais Rémi traînait dans le banc, Nathan à ses côtés, Mia feuilletant encore le bulletin comme si elle n'avait pas encore décidé de partir. La lumière filtrait à travers les vitraux, et de douces couleurs dansaient sur le sol, se posant sur le bois usé et les coins tranquilles du sanctuaire.
C'était comme une pause dans le temps, l'un de ces rares moments où rien n'avait besoin d'arriver et pourtant tout semblait complet. Nathan s'agitait à côté de lui, donnant des coups de pied au dossier du banc devant eux, semblant débattre intérieurement pour savoir s'il était trop tôt pour demander de la glace. Mia lui lança un regard qui disait « N'essaie même pas ». Et il se pencha contre Rémi avec un soupir assez fort pour raisonner. Rémi sourit et attira le garçon plus près de lui, sans y penser, cela venait naturellement maintenant, à la façon dont sa main se posait sur l'épaule de Nathan, à la façon dont Mia se penchait vers lui quand elle parlait, à la manière dont leur vie s'était réorganisée sans avoir besoin de plan précis. Les semaines passèrent, puis les mois. Rémi resta. Il ne fit ni discours dramatique ni geste grandiose. Il continua simplement à se présenter, tous les lundis pour le dîner, tous les jeudis pour déposer Nathan, tous les samedis matins au parc. Même quand il pleuvait, les trois trouvaient leur rythme, pas toujours parfait, mais réel. Mia commença à lui faire davantage confiance, non seulement pour l'emploi du temps de Nathan ou ses décisions scolaires, mais aussi pour ses propres hésitations. Ils parlèrent de vieilles blessures et de nouvelles peurs sans se presser. Certaines soirées, ils restaient assis sur le porche en silence, partageant une couverture, écoutant les grillons et le lent clapotis du balancement. D'autres nuits, ils se disputaient à propos de films, partageaient des contenants de plats à emporter et s'endormaient de chaque côté du canapé, Nathan étendu entre eux comme un pont. Lorsque Rémi lui demanda de l'épouser, ce ne fut pas de manière élaborée, pas de flash mob, pas de photographe caché derrière des arbres, juste les trois, dans le même parc où tout avait commencé à changer, le lanceur de guimauve désormais oublié et remplacé par une version un peu plus adulte de leur vie. Nathan s'était endormi dans l'herbe, le visage collant de limonade, une bande dessinée drapée sur sa poitrine. Rémi se tourna vers Mia et sortit une petite boîte à bagues de sa veste. « Je sais que nous ne sommes pas parfaits, dit-il, d'une voix calme, mais je veux être ici avec toi, avec lui, pour tous les matins ennuyeux, pour les jours difficiles et pour tout ce que nous ne pouvons pas prévoir. Je nous veux, quoi qu'il en soit. » Mia le regarda un instant qui parut durer trop longtemps, puis murmura. « Ça t'a pris assez de temps. » Et elle l'embrassa avant qu'il ne puisse trop réfléchir. Ils se marièrent dans la même église où tout avait commencé. Ce ne fut pas une cérémonie grandiose où juste la famille, des amis, quelques curieux du coin et l'odeur de gâteau au citron qui s'échappait de la salle communautaire. Nathan accompagna Mia jusqu'à l'hôtel, arborant un sourire comme s'il avait gagné à la loterie. Darlene lut un poème trouvé dans un livre de cuisine, la chorale des jeunes chanta faux mais avec le cœur, les vœux de Rémi furent courts mais sincères, et Mia fit rire tout le monde pour ensuite les faire pleurer d'un seul coup. Après la réception, lorsque les invités s'étaient dispersés et que la lumière du soir filtrait à travers les vitraux, Rémi se tint de nouveau à l'avant du sanctuaire. Il regarda les bancs vides, sa veste enlevée, sa cravate desserrée, ses mains encore chaudes de celles de Mia. Nathan courait en cercle dans l'allée, traînant sa cravate comme un drapeau de victoire, criant quelque chose à propos d'attraper la dernière tranche de gâteau avant qu'elle ne disparaisse. Mia s'appuya contre le mur près de l'autel, observant les deux, les talons pendus à ses doigts. Rémi inspira profondément et laissa cet air l'envahir, non pas avec pression ou peur ou le besoin de résoudre quoi que ce soit, mais avec la douce certitude que c'était enfin chez lui. Il avait passé la majeure partie de sa vie à courir après des moments, à bâtir des empires, à réparer ce qui était cassé avec de l'argent, de la vitesse et des distractions. Mais rien de tout cela ne lui avait jamais apporté ce qu'il avait trouvé dans cette petite ville, avec un garçon qui le regardait comme s'il avait toujours été à sa place, et une femme qui, malgré toutes les raisons de fermer la porte, choisissait de l'ouvrir à nouveau. Nathan monta sur le premier banc et prit une pause comme s'il donnait un sermon. « Qui peut témoigner ?» Il cria en agitant les mains comme un animateur de jeu télévisé. Mia grogna, Rémi rit. Il s'approcha, descendit le garçon du banc et le lança sur son épaule pendant que Nathan poussait un cri. Mia roula des yeux, mais lorsque Rémi tendit la main vers elle, elle la prit sans hésiter. Et là, dans le calme du cœur de l'église, qui autrefois n'avait abrité que des occasions manquées et des questions sans réponse, les trois se tinrent ensemble, solides, présents et enfin, arrivés juste à temps. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un like, cela aide vraiment la chaîne. Et si vous voulez d'autres histoires réconfortantes et émouvantes comme celle-ci, abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer une vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de celle-ci, j'aimerais beaucoup connaître vos réactions. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine histoire.